Et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, beaucoup de choses, beaucoup de petites merveilles. Donc on ne va pas attendre beaucoup plus longtemps et on commence tout de suite. Début de mois oblige, il est temps de s'intéresser aux softcovers qui nous reviennent avec le traditionnel Marvel Comics et les Destiny of X qui rassemblent les dernières aventures des plus grands héros de la Maison des Idées. En ce qui concerne Marvel Comics, on va pouvoir suivre la suite des aventures de Spider-Man à la suite du grand crossover Dark Web et de commencer à découvrir ce qu'il s'est passé entre Peter Parker et Mary Jane qui ont été séparés et qui vivent un petit peu chacun leur vie de leur côté, mais on voit que ça tracasse pas mal Peter Parker. Donc ici le scénariste Zeb Wells et John Romita Jr. accompagnés pour l'occasion de Terry Johnson vont nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et c'est assez tragique. Évidemment, on va aussi retrouver la suite des aventures de Iron Man qui continue de combattre Fei Long et la menace de Orchis. Et Thor, lui, continue de vivre ses dernières aventures sous, disons, l'ère Donny Cates. Donc du coup, un sommaire pas mal rempli qui voit la première absence de Avengers qui s'est terminée la semaine dernière, mais on va conclure l'année tranquillement avec les Marvel Comics pour recommencer sur une nouvelle direction l'année prochaine dont vous avez déjà parlé dans la dernière vidéo. Comme chaque mois on a aussi droit à une version collector ici pour le Marvel Comics. C'est une très belle couverture de Chris Bacalo qui est vraiment très chouette en plus et qui disons s'insère bien dans ce début de fin d'année. Ensuite, du coup, évidemment, on retrouve les Destiny of X qui continuent la saga de Krakoa. Donc ici, on va retrouver pas mal de choses. Le début d'un crossover entre X-Men et Captain Marvel qui va aller voir affronter les terribles brutes. On va voir la suite de la confrontation entre The Beast et Wolverine et plein d'autres choses assez sympatoches, notamment le début de la fin pour la série Marauders, les conséquences de Sins of Sinister et bien d'autres choses. Et pareil, comme d'habitude, on a droit à des couvertures collector avec une très belle illustration de Lenny Francischio et une très belle illustration de Mark Brooks avec une tornade particulièrement badass. Mais cette semaine va être marquée pour les albums de Panini Comics par les X-Men et l'univers des mutants avec l'arrivée de pas mal de choses, notamment l'arrivée d'un nouveau volume dans la collection épique de Marvel qui reprend un peu les grandes sagas de la Maison des Idées mais dans un format un petit peu souple et un peu plus accessible que les intégrales. Et cette fois-ci c'est au tour de X-Force d'intégrer cette collection, la série X-Force emblématique des années 90 qui compile ici le crossover du Chant du Bourreau, l'un des crossovers les plus importants du début des années 90 pour les mutants, parce qu'on va commencer à apprendre beaucoup plus de choses sur le personnage de Cable, qui à ce moment-là était bien mystérieux, et on va voir disons, le premier gros événement des X-Men sans Chris Claremont et sans les grands dessinateurs des années 90. Petit retour en arrière, X-Force, à l'origine en fait c'était la série New Mutants, qui était cette nouvelle génération de héros qui avait voulu mettre en place Chris Claremont dans les années 80, mais les bougres ont bien grandi. Et au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens de s'appeler les New Mutants, et du coup, ils vont devenir, sous la direction de Cable, un homme mystérieux venu du futur, une équipe un petit peu de Black Ops, une équipe un petit peu plus de gros bras, et ça va se transformer en série X-Force. À partir de là, on va voir l'arrivée de pas mal de nouveaux personnages, tous plus grandiloquents les uns que les autres, et tous plus testostéronés les uns que les autres, notamment le personnage de Deadpool, de Domino, qui vont faire leur apparition à ce moment-là, et surtout, le personnage de Strife, qui est un ennemi particulièrement dangereux, qui semble lui aussi venir du futur et qui ressemble trait pour trait à Cable. Et dans cette histoire-là, on va voir ce terrible Strife essayer de monter les mutants et les X-Men les uns contre les autres, notamment en essayant d'assassiner Charles Xavier durant un grand discours qu'il est en train de réaliser pour justement la paix entre les gens, la paix avec les mutants et les humains. Et durant ce discours, il va se faire tirer dessus et va être pendant un bon nombre de moments dans cette saga entre la vie et la mort, sans savoir s'il va pouvoir survivre. À partir de là, on va également voir Cyclope et Jean Grey qui vont être enlevés et qui vont être capturés et disons on va tester des choses un petit peu sur eux, disons, et on va voir comment Cable et les X-Men qui restent vont tenter de remettre tout ça un petit peu dans l'ordre, alors qu'ils vont devoir se frotter à Strife et à Apocalypse et Mr. Sinister, qui semblent être un petit peu manipulés dans l'ombre par ce terrible ennemi.
Comme vous pouvez donc le comprendre, le chant du bourreau et cette saga X-Force est un moment assez charnière de l'histoire des X-Men qui va nous tenter en fait de nous parler de beaucoup de choses, mais surtout de paternité qui par le prisme en fait de Xavier et son rêve qui est mis à mal. Les auteurs vont essayer de nous raconter comment ce rêve a été transmis aux générations suivantes, aux nouveaux mutants, aux plus anciens, à Cyclope, Jean Grey et de toutes les relations qu'il y a notamment par rapport à Cyclope, à Cable et à leur descendance. Et de voir comment tout ça peut potentiellement créer soit un avenir plus radieux, soit quelque chose d'assez funeste et un futur assez noir pour les mutants. C'est une thématique en plus qui va se doubler dans cette histoire-là parce que c'est, comme je vous l'ai dit, la première histoire vraiment ambitieuse des X-Men de ces débuts des années 90 qui n'est pas réalisée par Chris Claremont, le scénariste légendaire du titre et de cet univers, qui a décidé de partir vers d'autres horizons et qui laisse sa place à deux scénaristes débutants mais qui vont très vite faire leurs preuves, Fabian Nicieza et Scott Lobdell. Et tous deux vont quelque part insérer le manque de Claremont dans leur histoire, l'espèce d'absence du père, de questionnement sur l'héritage de ce dernier. En fait, quelque part, c'est à la fois un questionnement vis-à-vis de Xavier et de Cyclope dans l'histoire, de leur rapport avec Cable et toutes ces choses-là, de l'abandon, du fait d'avoir été un mauvais père, et en même temps c'est un questionnement aussi vis-à-vis de l'héritage de Chris Claremont. Qu'est-ce qu'il laisse en fait aux générations suivantes, comment faire un honneur à ce qu'il a écrit sur les personnages et toutes ces choses-là. Donc ça donne une épaisseur supplémentaire et un attachement particulier au titre, et surtout les deux dessinateurs aidés par un bon nombre de grands artistes comme John Romita Jr., Brandon Peterson, Adam Kubert ou encore Greg Capullo, produisent vraiment un événement hyper cataclysmique, très en action, mais qui n'oublie pas les moments d'émotion et la réflexion. Donc c'est une saga vraiment très très culte, que certains diraient une des plus réussies, si ce n'est la plus réussie des années 90, qui n'est pas forcément parfaite, où il y a, disons, des petits soucis de structure, ou en tout cas de rythme, de ci, de là, mais c'est une saga particulièrement attachante, importante, et qui propose quand même une vision assez intéressante de l'enfance, de l'évolution et du futur, donc que je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan des X-Men, et que soit vous ne vous y étiez jamais attaqué parce que vous aviez abandonné un petit peu avant, ou si vous souhaitez retrouver l'énergie assez galvanisante de ces époques, mais disons avec une pointe de subtilité et d'attachement en plus. Comme d'habitude, du coup, dans la collection Epic, vous allez pouvoir retrouver en format classique, souple pour cette histoire-là, ou une version collector en dur avec une couverture un petit peu particulière, un petit peu pop art, si je puis dire. Donc voilà, une aventure assez importante des X-Men que l'on se doit de dévorer si on est fan de l'équipe. On continue dans les titres vintage liés aux mutants avec une nouvelle intégrale qui s'intéresse cette fois-ci à la première partie de l'année 1988 par Chris Claremont, Marc Silvestri et John Buscema, qui du coup revient sur cette période assez particulière de l'histoire des mutants qui, après un affrontement assez terrible avec l'adversaire, un ennemi particulièrement puissant, se sont fait passer pour morts vis-à-vis de l'entièreté de la planète et sont partis se réfugier en Australie, où ils essayent à la fois de reformer le groupe, d'aider qui ils peuvent et de panser leurs blessures. Cependant, ça va pas être aussi simple que ça, et l'équipe va quelque part un peu se morceler avec un Wolverine qui va partir plus à Madripoor faire, disons, ses petites affaires, et Diablo et Kitty Pryde qui, eux, vont rejoindre le Excalibur pour partir explorer le multivers. Mais du coup, qui montre des mutants assez esselés, plus faibles que d'habitude, mais qui tentent de faire front commun face à ces grands trucs. Et donc qui propose une période assez chouette, un peu plus axée sur les personnages et sur leurs relations, qui prend un peu plus son temps, et qui est vraiment très très cool, en plus très bien illustré par Marc Silvestri. Cet album est également complété par la mini-série Magic, réalisée toujours par Chris Claremont et dessiné par John Buscema, qui va nous raconter les origines de Yelena Rasputin, la sœur de Colossus, et comment, quand elle était jeune, elle s'est fait enlever par des démons et capturée dans les limbes de l'univers Marvel, et comment ces deux démons ont tenté d'en faire l'une de leurs championnes, de leurs guerrières, et comment les X-Men, notamment Tornade, Kitty Pryde et Diablo, vont tenter de la secourir. Mais ils vont découvrir qu'elle a beaucoup changé pendant son passage aux limbes,
élève et surtout qu'elle a découvert de nouveaux pouvoirs. Une histoire aussi assez culte, assez chouette pour ce personnage que moi j'aime particulièrement, Magic Ilina Rasputin, qui est un personnage je trouve à la fois très très fort, qui a un sale caractère que moi j'apprécie particulièrement et qui est ici magnifiquement illustré par un John Buscema, toujours aussi en forme et toujours avec un visuel de fantasy particulièrement délectable. Mais laissons maintenant un petit peu derrière nous le passé des X-Men pour nous intéresser au présent, parce que il n'y a pas que les Destiny of X dans la vie, il y a également les nouveaux Deluxe du début de l'ère Krakoa qui nous viennent notamment avec la suite des aventures de Excalibur dans le deuxième et dernier tome de la série et dans le deuxième volume de X-Force. Alors on va commencer par parler de X-Force parce que c'est la série la plus importante, l'une des séries les plus longues, non c'est même la plus longue de l'ère de Krakoa, qui encore aujourd'hui possède le même scénariste, contrairement à pas mal d'autres séries de l'ère des X-Men, la récente, qui ont pas mal changé de scénariste au fur et à mesure, et qui du coup voit le scénariste Benjamin Percy nous raconter comment X-Force est la sorte de force de défense de Krakoa, l'espèce de Black Ops de la nation, qui vont tenter de combattre les menaces les plus importantes que pourrait avoir l'île, et de tenter de les arrêter avant que ça puisse faire trop de dégâts. Sauf que cette équipe qui est menée notamment par le Fauve, par Wolverine, par Forge, par Sage, est assez, pragmatique dans ses choix et dans ce qu'ils vont essayer de faire. Notamment le Fauve pousse beaucoup l'équipe à faire des choses très horribles et très moralement répréhensibles, et ça va commencer à peser sur certains membres de l'équipe, pendant que le Fauve, lui, s'enfonce toujours dans plus de noirceur, et qu'il semble avoir un plan qui n'est pas forcément pour le meilleur pour Krakoa. On va voir du coup comment des dissensions internes vont commencer à naître, et comment du coup cette noirceur et ce nihilisme va commencer à contaminer un petit peu tout ça, et comment notamment le personnage de Colossus et du Fauve vont se retrouver un petit peu au cœur de ces bouleversements. Du coup, comme je vous dis, c'est une série qui est toujours scénarisée par Benjamin Percy, qui s'occupe également de la série sur Wolverine. Du coup, il est assez cohérent dans ce pan-là de l'univers de Krakoa, et qui est secondé par pas mal de dessinateurs, notamment dans ce volume 2, mais toujours par Joshua Cassara, qui est un petit peu le scénariste star de la série, qui a un trait à la fois très précis, un petit peu réaliste, qui rend parfaitement pour ce genre d'histoire un peu noire. Et du coup, je vous dis, X-Force, ça continue à être très très cool. Il y a un petit côté un peu 90, un petit peu bourrinos dans la série, qui n'est pas forcément pour déplaire, surtout que X-Force, comme on l'a vu au début, c'est plutôt dans ce délire-là. Donc c'est plutôt à propos. Les personnages sont assez chouettes, notamment dans ce volume 2, on va voir le personnage de Quentin Quire, de Kid Omega, être très mis en avant, et sa relation avec les sœurs, c'est Cookor, je ne sais plus comment ça s'appelle, les clones de Emma Frost, où il va un petit peu se rapprocher de l'une d'elles, donc c'est assez chouette. À lire. Je vous dis, le Fauve qui devient de plus en plus inquiétant, un Wolverine qui se pose des questions, et un Colossus qui, va être sans doute l'une des pièces maîtresses de tout l'arc autour de Krakoa, mais ça, je pense qu'on en reparlera bien assez vite. Donc voilà, un excellent deuxième volume qui reste dans la continuité du premier si vous l'avez bien aimé, et si vous vous étiez pas encore lancé dans X-Force, je vous dis, c'est très noir, ça aborde des thèmes assez lourds sur justement qu'est-ce qu'une nation est prête pour faire pour mettre un petit peu tout le monde à l'abri, quoi. Quelles sont les choses horribles qu'on peut faire si quand on est conscient d'être plus ou moins dans le droit chemin, mais qu'on est on doit faire des concessions pour ce bien commun. Donc, du coup, malheureusement, des thématiques assez prégnantes encore aujourd'hui dans l'actualité, mais du coup qui montrent que cette série X-Force est plutôt à propos. Donc voilà, moi je vous la conseille, elle est vraiment chouette, et surtout c'est l'une des plus longues de X-Men. Donc du coup on voit vraiment l'évolution de tout ça, et comment le scénariste construit vraiment ces choses au fur et à mesure, et où les paiements risquent d'être assez cataclysmiques. Suite également et fin pour la série Excalibur, qui elle s'occupe plutôt de nous montrer le côté un peu plus magique, un peu plus multiversel de l'univers des X-Men, toujours mené tambour battant par la scénariste Tini Howard et par le dessinateur Marcus Stowe, qui nous montre encore comment Captain Britain, Betsy Braddock, va avoir pas mal de choses à mener, beaucoup de combats dans l'outre-monde des Captain Britain, et comment tout cela va pas mal partir en sucette après les événements de Ten of Sword, et comment elle va être obligée de faire des choix qui vont pas mal bouleverser l'équipe. Excalibur, moi je trouve que c'est une des séries, les plus... alors qui est vraiment chouette, moi je trouve, de cette première ère de Krakoa, qui est un petit peu
inférieure aux autres, je dirais, parce que elle ronronne un peu, quoi. C'est une série qui est un petit peu sur le long terme, qui est un peu, tout s'avance, tout est plutôt cohérent. Le parcours de Betsy Braddock, moi, je trouvais vraiment génial, même si la série est vraiment très sur elle, sur son devenir de Captain Britain, comment elle s'assume enfin, comment elle devient enfin le personnage principal de sa propre histoire, de comment on voit d'autres mutants aussi être reliés un petit peu tout ça, notamment Malicia et Gambit, qui vivent assez bien, leur amour ici. Comment on va voir aussi Emma Frost qui va se joindre à ça, même si bon, elle est un peu dans toutes les séries. Et comment notamment aussi Rachel Summers va être assez importante dans la suite de ces Excalibur. Mais pour moi, c'est une série qui est chouette, disons, à suivre vraiment, mais qui n'a pas de grands bouleversements à un moment donné. Il n'y a pas un arc, il n'y a pas un moment, disons, qui sera plus marquant qu'un autre, mais tout sera un petit peu sur le même niveau, mais qui reste bien un bon niveau. Donc voilà, moi qui est une série toujours que je vous conseille assez, qui est très loin du délire originel de Excalibur, qui voyait du coup les personnages un petit peu se bastonner dans le multivers et rencontrer des versions un petit peu alternatives de la Terre très grandiloquentes ou qui servaient disons, de parabole sociale à des choses de l'époque, quoi. Ici, on est plus dans une série de fantasy, mais vraiment assez bien raconté. Le dessinateur Marc Custo est vraiment assez constant sur l'entièreté des 2 albums, donc du coup propose un travail artistique très cohérent. Et qui est vraiment assez chouette, je trouve. Et je vous dis, ne serait-ce que pas pour le parcours de Betsy Braddock, moi je trouve que ça vaut quand même le coup. La scénariste Tini Howard, après la fin de Excalibur, elle continuera ses intrigues dans 2 séries, Knight of X et dans une série Captain Britain, donc qui nous arriveront peut-être en un seul volume chez nous plus tard en deluxe, et qui est vraiment, je dis, centré sur Betsy Braddock. Donc voilà, je vous dis, c'est toujours assez chouette. Je dirais que c'est celle qui est un petit peu plus faible des débuts de Krakoa, mais qui reste quand même assez plaisante à parcourir, avec de très beaux dessins et des personnages très forts qui vivent bien des choses assez importantes. Je pense que ce nouveau Captain Britain, on s'en souviendra pendant longtemps, et je pense que ça va être compliqué de revenir à un statu quo sans prendre en compte tous ces changements. Double dose aussi de Must-Have chez Panini cette semaine, avec l'arrivée dans la collection de Thanos Gagne de Donny Cates et Jeff Shaw, et de Agent Venom de Rick Remender et Tony Moore. 2 sagas du début, ou en tout cas du milieu des années 2010, qui sont maintenant devenus des grands classiques de la Maison des Idées, notamment Thanos Gagne, qui est une fantastique saga hyper impactante, grandiloquente, vraiment hyper épique, où Donny Cates en fait réfléchissait au devenir un petit peu de Thanos, réfléchissait à la condition du personnage et se disait que en fait Thanos, malgré le fait que ce soit le grand ennemi de l'univers Marvel, vraiment le big boss des Avengers, et qu'il est présenté de même dans les films, en fait, qu'il est vraiment la plus grande menace de l'univers, il perd tout le temps. Thanos, il perd tout le temps, et parfois c'est parfois de sa faute, en fait, sa propre faute s'il perd. Et Donny Cates, du coup, dit, que se passerait-il si Thanos gagne? Si Thanos, en fait, obtient tout ce qu'il a toujours rêvé d'avoir, s'il réussit à exterminer l'entièreté de l'univers et en devenir le roi et le maître incontesté, ça va pas forcément faire ce qu'on pensait sur le personnage, surtout que, alors qu'il a exterminé l'entièreté de l'univers, la dernière poche de résistance est sur le point de partir se confronter à lui, et qu'il est peut-être un petit peu trop vieux et trop faible pour y faire face seul. Et donc ce Thanos vieillissant, qui est devenu le maître de l'univers, va décider de remonter le temps grâce aux pierres de l'infini pour aller chercher un Thanos plus jeune et lui demander son aide. Cependant, ce Thanos plus jeune ne va pas forcément être en accord avec les choix que ce Thanos plus vieux a fait, que ce King Thanos a fait, et va du coup constater l'évolution un petit peu de sa vie, de ce personnage, et ça va permettre dans cette histoire très épique de montrer de réfléchir en fait autour du personnage, et ça a créé une saga hyper culte. Je vous dis vraiment, Donny Cates, c'est le maître de l'épique chez Marvel, c'est vraiment le Golden Boy de la fin des années 2010, et ici vraiment il s'amuse à jouer avec toutes les règles de l'univers Marvel, à mettre en scène Thanos, le Silver Surfer, et même le Cosmic Ghost Rider, qui est né dans cette histoire là, et qui est un personnage vraiment pareil, assez culte maintenant, je pense, aujourd'hui, assez truculent, et qui donc je vous conseille évidemment la lecture si ce n'est pas déjà fait. Thanos Gagne, c'est vraiment un des derniers, c'est vraiment un classique culte en fait.
une histoire vraiment culte quoi, d'aujourd'hui, assez récente et qui avait vraiment signé tout le talent de Donny Cates pour la grandeur, la grandiloquence et l'extravagance. Donc vraiment c'est mortel et en plus il est aidé par son bon ami Jeff Shaw avec qui il a réalisé bien Crossover ou encore God Country. Du coup 2 auteurs qui se connaissent bien et qui font des merveilles tous les deux. Le deuxième must-have du coup donc c'est le Agent Venom de Rick Remender qui vient se placer bien au début des années 2010 chez Marvel, au moment où Dan Slott commence à reprendre le pas en fait sur tout l'univers, où il devient vraiment le scénariste principal des séries arachnéennes. Et à ce moment-là, en fait, lui et leur responsable éditorial se disent qu'il serait pas mal de remettre un petit peu coup de jeune en fait à Venom, que c'est un personnage qui est devenu un petit peu vieillissant et qui dans son rôle en fait de héros un peu bourrin a peut-être raconté tout ce qu'il avait à dire, en tout cas pour le moment, et vont donc décider eh bien, de changer d'hôte. Parce que depuis quelques temps, en fait, Eddie Brock n'était plus Venom, c'était le personnage du Scorpion qui avait récupéré le costume eh bien, aux enchères, qui avait servi eh bien, aux côtés de Norman Osborn dans les Dark Avengers, et à ce moment-là, en fait, après Siège, le gouvernement américain a récupéré le symbiote Venom et va décider de le confier au personnage de Flash Thompson. Vous savez, Flash Thompson, l'ancien en fait harceleur de Peter Parker, qui était devenu eh bien, l'un de ses plus proches amis et qui a participé à la guerre d'Irak et a perdu ses 2 jambes. Et du coup, en choisissant de devenir le nouvel hôte de Venom, il va eh bien à la fois retrouver l'usage de son corps et de ses jambes et tenter eh bien, de se racheter pour peut-être les choses un petit peu horribles qu'il avait pu faire subir à Peter Parker dans sa jeunesse et essayer de racheter les fautes, disons, du symbiote dans des histoires vraiment très chouettes qui sont mises en scène eh bien, par Tony Moore, le grand Tony Moore, créateur de Walking Dead et dessinateur avec Rick Remender de Fear Agent, une merveilleuse saga de science-fantasy, et qui montre vraiment le devenir d'un personnage, la rédemption d'un personnage vraiment très attachant, et qui crée vraiment une nouvelle donne dans l'univers de Marvel. Donc si vous n'avez jamais lu eh bien, ce Agent Venom, je vous le conseille, il est vraiment très chouette. Rick Remender, c'est un auteur qui arrive beaucoup à jouer avec les concepts, en fait. Il a fait pas mal de trucs, il a fait du Captain America chez Marvel et surtout les Uncanny X-Force qui sont pour moi un chef-d'œuvre incontesté qui parle notamment de déterminisme. Et Rick Remender, du coup, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler de ça en fait dans ces histoires de sommes-nous destinés à devenir ce qu'on a été dans notre jeunesse. En fait, est-ce que les choix qu'on a fait étant plus jeune déterminent toute notre vie? Est-ce que notre condition détermine qui on sera? Et c'est quelque chose qu'il a pour moi merveilleusement traité dans son Fear Agent, dans Black Science, dans Uncanny X-Force, et qu'il traite aussi bien avec Flash Thompson et avec Agent Venom. Donc je dis moi une très chouette saga dont vous pouvez suivre bien le début dans ce must-have et dont vous pourrez ensuite aller lire la suite si elle vous plaît dans plusieurs deluxe qui sont sortis il y a quelques années. Et on termine cette revue des sorties de Panini Comics de la semaine avec le plus bel album que vous pourrez voir cette semaine, c'est la dernière chasse de Kraven qui revient dans un format luxueux par JM DeMatteis et Mike Zeck. Du coup, est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter la dernière chasse de Kraven? Sans doute l'une des toutes meilleures histoires jamais racontées sur le tisseur qui voit son affrontement avec Sergei Kravinov, Kraven le chasseur, qui s'est donné pour mission de chasser une fois pour toutes l'araignée et qui pour ça va vraiment user de ruse, de malveillance et de toute la force qu'il a à disposition pour une fois pour toutes terrasser Spider-Man, et il va presque le réussir. Et tout cela va nous emmener dans la dernière confrontation entre ces 2 grands némésis et surtout dans une histoire particulièrement noire, particulièrement sombre et souterraine qui montre tout l'occultisme et toute la philosophie que peut faire preuve l'univers de Spider-Man sous les sublimes crayons de Mike Zeck, notamment connu pour avoir dessiné les guerres secrètes, et sous le magnifique script et les dialogues sensationnels de JM DeMatteis, pour moi l'un des meilleurs scénaristes en fait qu'on a pu avoir dans la bande dessinée américaine, qui est quelqu'un qui a une carrière hyper riche, justement toujours mis entre des projets très personnels, très comment dire,
un petit peu intello, très sensitif, axé justement sur l'occultisme, sur la magie, sur toutes ces réflexions-là, sur quelque chose de très intérieur, et des travaux de commande toujours menés tambour battant chez DC Comics et chez Marvel. James DeMatteis, on avait pu notamment le retrouver sur la Justice League International avec Kiss Geffen, qui est sans doute l'une des sagas les plus cultes de l'équipe aux États-Unis, et qui, au milieu en fait des années 80, a souhaité raconter une histoire sur Batman et Hugo Strange. Hugo Strange, ce personnage peut-être que vous avez connu parce que c'est la némésis en fait principale du jeu Batman Arkham City, qui est cette espèce de psychiatre qui a percé à jour Bruce Wayne en fait, qui souhaite devenir à son tour Batman en tuant Bruce Wayne. Et à la base, James DeMatteis, en fait, il veut écrire une histoire sur la confrontation en fait, entre ces deux personnages, parce que Hugo Strange, c'était l'une des grandes némésis de Batman avant que le Joker ne devienne, disons, sur toutes les bouches, et ne devienne vraiment la grande némésis de Batman. Et en fait, DC Comics ne veut pas. DC Comics n'était pas intéressé par cette histoire, et du coup, James DeMatteis est conscient que quand même c'est quelque chose qui peut être très chouette, qu'il a vraiment de bonnes idées et qu'il veut vraiment creuser une grande dualité de l'histoire des comics. Du coup, il va retourner chez Marvel, proposer plusieurs fois ce script, et plusieurs fois, ça va lui être retoqué, on va pas trop vouloir. Et il va réfléchir, et il va finalement en fait proposer de faire ça avec Spider-Man et avec Kraven le chasseur. Et à partir de là, ça va être validé, surtout parce que Kraven à l'époque, il n'était pas spécialement développé, et que James DeMatteis va vraiment lui donner toute une ampleur nouvelle, toute une gravité nouvelle, et surtout vraiment creuser beaucoup le personnage. Et ça va, je vous dis, rendre l'une des histoires, moi je pense, les mieux écrites jamais racontées sur Spider-Man. Et c'est une histoire qui a vraiment fait date, et que Panini Comics nous réédite dans ce magnifique format qui du coup est en fait un format qui se rapproche un petit peu des absolutes, du coup qui permet d'apprécier avec des grandes pages le travail de Mike Zeck, mais qui va aussi nous permettre de retrouver tout le travail qu'a pu faire en fait James DeMatteis sur Kraven à la suite de cette histoire, parce qu'il est un petit peu devenu Monsieur Kraven chez Marvel. Et il va revenir en fait plusieurs fois sur cette saga en proposant des suites, avec notamment Soul of the Hunter et d'autres choses en fait qui vont venir étoffer l'histoire de Kraven et toute sa mythologie dans l'univers Marvel. Et du coup, c'est vraiment du pain béni et un bonheur immense pour tous les fans du personnage et pour tous les fans de l'écriture de James DeMatteis. Et je vous dis, c'est vraiment à lire si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment super chouette. En plus, il y a pas mal de bonus qui reviennent sur la création de la saga, sur la manière dont James DeMatteis travaille. Il y a beaucoup aussi d'histoires qui permettent de mettre en lumière un petit peu qui était Kraven, avec sa première apparition par Stanley et Steve Ditko, excusez-moi. On a aussi des petits bonus qui mettent en scène Kraven à la suite de James DeMatteis. Et donc du coup, un volume hyper complet qui ravira les fans du personnage et les fans de cette saga. Donc moi, c'est un truc que je vous conseille beaucoup. Alors certes, c'est un certain prix, c'est quand même un volume un petit peu de luxe, mais déjà Panini Comics a vraiment fait ce qu'il faut pour nous proposer un magnifique ouvrage. Vraiment, c'est super chouette, en plus avec cette case qui revient sur la tombe du personnage et tout ça. Enfin, c'est super chouette, ça a beaucoup de sens si vous avez déjà lu l'histoire. Et je vous dis, rares ont été les auteurs à aller aussi loin en fait dans la psychologie de Peter Parker, d'aller aussi loin dans ce qu'ils s'autorisaient à faire avec Spider-Man, et je vous dis, toujours des dialogues et des choses moi, que je trouve hyper bien écrites. James DeMatteis, il est très littéraire dans sa manière de concevoir les histoires, et ça se sent. Donc vraiment, une grande édition pour un grand auteur est une grande œuvre. Et bien voilà, en espérant que tout ça vous plaira, que vous réussirez à trouver des choses qui vous plaisent dans toute cette grande diversité de titres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les collectionneurs, pour les fans de récits cultes, pour les fans de récits un petit peu anciens, pour les gens qui sont plus intéressés par la nouveauté. Il y a vraiment de quoi faire, et vraiment c'est toujours cool. Moi je trouve qu'on s'ennuie jamais dans le monde du comic books, parce que quoi qu'on aime, il y a toujours de quoi se régaler. Donc évidemment, si vous voulez retrouver tout ça, c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe, ou bien on nous rend visite au 49 rue La Cepède à Paris. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillera et qu'on parlera de toutes ces belles lectures avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et à nous laisser des petits commentaires pour nous donner vos avis. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.